le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette deuxième séance d'enseignement apprentissage. Je suis Théophile Disney, enseignant de SFP HP pour la classe de TMLA. Chers apprenants, au thème de la première séance, qui portait sur les échanges d'eau, où nous avons étudié le comportement des cellules lorsqu'elles sont placées dans les milieux de concentration différentes. Donner un petit exercice où il faut être capable de réaliser un schéma qui illustre le comportement d'une cellule lorsqu'elle est placée soit dans un milieu isotonique ou dans un milieu hypertonique. Alors, nous avons l'énoncé. On porte sur une lame infamant d'épiderme de chaux rouge concentré à 2%. Ensuite, on dépose une goutte d'acétate d'ammonium à 4% et on recouvre la préparation, c'est-à-dire la lame, avec une lamelle. Puis, l'on observe la préparation, c'est-à-dire la cellule au microscope à fort grossissement. On demande de réaliser un schéma annoté expliquant l'état de la cellule dans ce milieu. Bien. La réalisation du schéma est un savoir-faire très important et vous y ferez avec les séances que nous allons découvrir, que nous allons mener. Alors, il faut remarquer que le milieu dans lequel la cellule est placée ici a une concentration plus importante, on a dit 4%. On dit qu'il faut faire le schéma sur la base que la cellule est placée dans un milieu hypotonique. Pour cela, vous avez donc sur notre tableau virtuel cette démonstration où vous observez comment on illustre une cellule végétale. Là, c'est la paroi pétocellulosique que je vous présente. Je la rends plus épais. Voilà. Vous avez le noyau cellulaire. Je rappelle qu'on part sur la base que la cellule est turgescente avant d'être placée dans un milieu hypertonique. Bien, juste de façon presque collée à la paroi, je schématise la membrane cytoplasmique. Et là, nous avons notre grande vacuole. On va supposer que c'est sa taille normale. Bien, voilà. La cellule maintenant sera placée dans un milieu hypertonique. Et après ce schéma, nous allons représenter la même cellule quelque temps après. Il faut remarquer que la paroi de la cellule ne change pas. Bon, la taille ne change pas, mais par définition, nous savons que la cellule sera plasmonisée. Donc, il faut que la vacuole qu'on représente soit une vacuole rétrécie. Et comme la cellule a perdu de l'eau, vous voyez que la membrane aura aussi rétréci, de telle manière qu'elle sera liée à la paroi au niveau des tractus cytoplasmiques. Et là, nous avons notre vacuole rétrécie, parce que la cellule a bien sûr perdu de l'eau, la vacuole est dans la réserve d'eau, là c'est le noyau. Et voilà donc le schéma à noter de notre devoir.
Et vous avez donc une cellule normale et une cellule plasmolysée lorsqu'elle est placée dans l'acétate d'ammonium concentré à 4%. Nous allons nous intéresser à la deuxième leçon qui porte sur l'interprétation des échanges d'eau. Chers apprenants, la leçon sera menée selon ce plan. Nous aurons une introduction au cours de laquelle les objectifs et les prérequis seront présentés et nous allons expliquer la notion d'osmose, une notion fondamentale qui va nous permettre de comprendre les échanges cellulaires et enfin nous allons conclure. Bien sûr, on doit être capable à la fin de cette séance d'expliquer comment se font les échanges d'eau entre les cellules et leur environnement. Au cours de la première séance, c'était comment se comporte la cellule. Nous avons déjà vu que la cellule échange de l'eau lorsqu'elle est placée dans un milieu dont la concentration est soit la même ou différente. Étant donné maintenant qu'il échange de l'eau, comment expliquer cet échange? C'est ça l'objectif de cette séance. Et pour mener à bien nos activités, il est important de rappeler la notion de soluté et de solvant. Un soluté, vous savez bien, c'est un corps qui est dissous dans un solvant. Comme exemple de soluté, nous avons choisi le NaCl que vous connaissez bien, le sulfate de cuivre, le saccharose, il y en a bien d'autres. Là sont des exemples que vous aurez l'habitude de retrouver dans les documents lorsque vous allez vous entraîner. Alors, un solvant, c'est cette solution dans laquelle le soluté est dissous. C'est le milieu dans lequel est dissous le soluté. Et le principal solvant est l'eau. Et c'est de l'eau dont il sera question dans notre cours. Alors, voilà aussi un problème qui se pose. Sachant que l'eau se déplace du milieu hypotonique vers le milieu hypotonique. Je rappelle, le milieu est dit hypotonique lorsque la concentration en soluté est faible, tandis que le milieu est hypertonique lorsque la concentration en soluté dans ce milieu est élevée. C'est important de rappeler cela. Donc, sachant que l'eau se déplace du milieu hypotonique vers le milieu hypotonique, hypertonique, pour moi, votre camarade est embarrassé lors d'une séance de travaux pratiques. Pourquoi il est embarrassé? En effet, après avoir mélangé une poignée de sel de cuisine à un volume d'eau, le tout dans un sachet membraneux, c'est-à-dire qu'il a constitué un sachet membraneux contenant de l'eau salée. Puis, il a trempé le sachet d'eau salée dans de l'eau pure. Trempe le sachet d'eau salée dans de l'eau pure. Il constate plusieurs minutes après que l'eau n'est pas salée. Alors, c'est une situation qui l'embarrasse parce qu'il utilise un sachet membraneux. Et vous connaissez déjà comment les membranes se comportent. Donc, on s'attend à ce qu'en plongeant de l'eau salée dans l'eau pure, que les échanges d'eau se déroulent de manière à ce que l'eau pure devienne salée. Mais il est étonné de voir que l'eau pure n'est pas salée. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi nous avons cet état. Et bien sûr, nous allons formuler donc notre problème de façon scientifique en nous posant la question de savoir comment expliquer le mécanisme qui permet soit l'entrée de l'eau, soit la sortie de l'eau des cellules. Pour répondre à cette question ou pour comprendre la situation vécue par votre camarade, on a retenu un certain nombre d'hypothèses. Et comme première hypothèse, dans un milieu hypertonique, les trous se creusent dans la membrane du sachet, permettant à l'eau d'aller vers le milieu hypotonique. C'est une hypothèse, on peut formuler ainsi plusieurs. Une autre hypothèse a retenu notre attention. Placée dans un milieu hypotonique, une force attire l'eau dans
le sachet. C'est une hypothèse. Une autre hypothèse qui a retenu notre attention. L'eau pure a aspiré uniquement l'eau du sachet, raison pour laquelle elle n'est pas devenue salée. C'est une hypothèse, elle mérite d'être proposée. Une quatrième hypothèse, lorsqu'on plonge le sachet d'eau salée dans l'eau pure, la membrane du sachet laisse passer uniquement l'eau du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Ça tend à être une hypothèse un peu plus élaborée. Mais toutes sont des hypothèses que nous allons vérifier. Et nous allons vérifier nos hypothèses en étudiant attentivement une expérience qui n'est pas loin de celle que votre camarade a réalisée et dont le résultat l'a rendu perplexe. Alors, cette expérience a été réalisée il y a très longtemps par Pfeiffer. Et les résultats de cette expérience vont nous permettre de comprendre la notion d'osmose. Bien, nous allons découvrir ensemble l'expérience de Pfeiffer. Alors, Pfeiffer, pour mieux expliquer comment se font les échanges d'eau, il a réalisé ce dispositif expérimental. Et ce dispositif expérimental s'intitule osmomètre de Pfeiffer. Je répète, ce dispositif expérimental s'intitule osmomètre de Pfeiffer. Cet osmomètre est composé d'un récipient appelé cristallisoire, et dans ce récipient est versé de l'eau distillée ou encore de l'eau pure. Dans de l'eau pure est introduit un entonnoir. Donc, Pfeiffer introduit un entonnoir, et dans cet entonnoir, il a versé une solution de sucre, saccharose par exemple. Et la concentration ici est 50%. Bien sûr, vous voyez que le saccharose ne s'est pas mélangé à l'eau pure, tout simplement parce que Pfeiffer a pris le soin d'isoler la solution de l'eau pure en fixant une membrane hémiperméable. Donc, il a fermé la base de l'entonnoir avec une membrane hémiperméable. Et il a donc ajouté, pour finir, une règle gratuite. Voilà le dispositif de Pfeiffer. Nous allons exploiter ce dispositif. Premièrement, nous devons comparer les niveaux de liquide dans le cristallisoire et dans l'entonnoir. Observez bien. Ici, là, nous avons le cristallisoire et là, l'entonnoir. Les liquides ici sont la solution de saccharose et l'eau distillée. Comparez les niveaux de liquide dans le cristallisoire et dans l'entonnoir. C'est évident que vous avez déjà constaté, vous remarquez que le niveau de l'eau distillée est presque équivalent au niveau de la solution de saccharose. Donc, nous pouvons donc dire sans hésiter que les niveaux d'eau distillée dans le cristallisoire et de saccharose dans l'entonnoir sont équivalents. Et cette information est très importante pour la suite. Parce que quelques temps après que Pfeiffer a réalisé ce dispositif, des modifications vont s'y produire. Et nous allons ensemble observer ce qui se passe environ 1 heure de temps après. Observons attentivement. Alors, avant cela, il est important de revenir sur les notions de milieu hypotonique et d'hypertonique.
Alors, lequel de ces milieux est hypotonique? Lequel est hypertonique? Nous avons déjà vu la définition. Il faut déjà connaître que l'eau pure ne contient aucun solide. Donc, par définition, l'eau pure sera un milieu hypotonique, tandis que la solution de saccharose, le saccharose, c'est le solide qui est mélangé à l'eau. On parle de solution saccharose. Donc, cette solution est hypertonique. Et, naturellement, on a dit, l'eau distillée, c'est le milieu hypotonique. Donc, nous avons un milieu hypertonique qui est la solution saccharose et un milieu hypotonique qui est l'eau distillée ou l'eau pure. Tout à l'heure, on a dit il y a des modifications qui devraient se produire. Au départ, les niveaux étaient équivalents. Maintenant, regardez ce qui se passe. Donc, voilà la modification. Observons. Et on peut donc décrire le comportement de la solution de saccharose et de l'eau pure. Observons aussi ce qui se passe avec l'eau pure. N0 est le niveau 0. Observez. Vous voyez donc qu'une heure de temps après, les niveaux ont changé. On a un niveau, on passe de 0 à N1 et N2. On peut observer une deuxième fois. Au départ, c'était le niveau 0 pour les deux solutions, mais regardez comment les niveaux changent une heure de temps après. Et c'est cette modification que nous devons pouvoir interpréter. Là, nous sommes en train d'écrire. Alors, bien. Nous observons donc qu'il y a une augmentation du niveau de la solution de saccharose dans le tube. Vous voyez que le niveau augmente et puis il y aura une stabilisation. C'est-à-dire on passe de N0 au niveau N2 pour saccharose et pour l'eau distillée, on va passer du niveau N0 au niveau N1. C'est-à-dire il y aura diminution du niveau de l'eau distillée dans le cristallisoire. Vous pouvez observer cela une troisième fois. Bien. Je suis sûr que vous avez observé la modification et nous allons pouvoir interpréter cette modification. Là, nous avons notre dispositif à t égale à 0 et une heure après, la modification que nous avons décrite tout à l'heure. Comment interpréter? Que s'est-il passé pour que ces niveaux changent? Bien. La meilleure explication qu'on peut donner à cette expérience, au résultat de cette expérience, est que grâce au phénomène appelé osmose, un volume d'eau pure a traversé la membrane hémiperméable. Donc, une quantité d'eau pure, un volume d'eau pure a traversé la membrane pour se retrouver dans l'entonnoir. C'est ce qui va expliquer l'élévation du niveau de saccharose dans l'entonnoir. Et comme une partie de l'eau distillée est entrée dans l'entonnoir, ça va expliquer aussi pourquoi le niveau de l'eau pure, de l'eau distillée, diminue pour passer à N1 comme nous avons vu tout à l'heure. Donc voilà l'explication, l'interprétation qu'on peut donner à cette modification. Et le phénomène ici étant l'osmose. Bien. Alors, si l'osmose se produit quand l'eau passe à travers la membrane pour se dans l'entonnoir de telle façon que le niveau s'élève, cela sous-entend aussi qu'il existe une force qui permet à cette eau d'être, entre guillemets, aspirée dans l'entonnoir. Et c'est une force physique qui existe et on doit la nommer puis l'expliquer. Et cette force se nomme la pression osmotique. Nous reviendrons sur cette notion de pression osmotique avec les détails dans la séance qui portera sur les applications des échanges cellulaires. La pression osmotique est donc cette force qui attire, cette force qui est exercée, par exemple, sur les solutés. Donc,
Nous avons donc, comme vous pouvez voir sur le visuel, cette force qui a été matérialisée là, cette pression osmotique, qui est telle que les solidités font attirer l'eau. Et cette eau, qui est l'eau pure ici, traverse dans la membrane pour se retrouver dans l'entonnoir. Voilà, la pression osmotique, c'est l'attraction exercée par les solidités sur l'eau. Et là, on peut se poser la question de savoir pourquoi la membrane est imperméable. Et naturellement, la membrane est déjà perméable. On pouvait aussi s'attendre à ce que l'eau pure devienne salée. Mais remarquez que c'est l'eau pure qui est passée dans l'entonnoir et a provoqué l'élévation du niveau de la solution de saccharose. Vous voyez que la coloration même sur le schéma n'a pas changé. Ça veut dire que l'eau pure n'est pas devenue salée. Et c'est avec cette remarque qu'on va donc définir, justifier la notion ou l'expression membrane hémiperméable. On dira donc que la membrane est hémiperméable parce qu'elle ne laisse passer que l'eau. C'est une membrane qui ne laisse passer que l'eau et non les solidités. Voilà pourquoi on utilise le terme hémi ou semi-perméable. Bien. Donc cela explique pourquoi l'eau pure n'est pas devenue sucrée, parce que le saccharose est un sucre. Si la membrane était perméable, on devait aussi voir que l'eau pure est devenue sucrée. Ou, si notre document, que la coloration a légèrement changé pour dire que le saccharose est aussi passé. Donc voilà la notion de membrane hémiperméable. Chers apprenants, vous avez compris l'expérience de Pfeiffer et vous avez eu l'explication de l'échange d'eau. On a expliqué comment, quel mécanisme permet à l'eau d'être échangée entre celui qui est l'osmose. Alors, de manière formelle, retenons que l'osmose est le passage des molécules de solvant, en général l'eau, comme c'était le cas de notre activité, à travers une membrane hémi ou semi-perméable, c'est la même chose, depuis le milieu moins concentré, c'est-à-dire le milieu hypotonique, c'est-à-dire le milieu pauvre en soluté, vers le milieu le plus concentré, c'est-à-dire le milieu qui est riche en soluté. On appelle encore milieu hypertonique. Et à titre illustratif, nous avons sur ce modèle deux compartiments séparés par une membrane hémiperméable. À gauche, nous avons en rouge deux molécules de soluté et en bleu les molécules d'eau. Et à droite, si vous comptez, nous avons ici 8 molécules de soluté. Vous voyez donc qu'il y a plus de soluté dans ce compartiment. Comme il y a plus de soluté, ce compartiment est hypertonique. Et conformément à ce que nous avons vu tout à l'heure, la membrane étant hémiperméable, et ici on a modélisé cela en montrant que les parois, vous voyez dans les pores là, c'est de façon schématique, la taille des pores est telle que le soluté ne peut pas passer. Donc la membrane ne peut pas laisser passer le soluté, elle va laisser passer seulement l'eau. Et vous allez donc voir que par osmose, vous observez par osmose, ce sont les molécules d'eau qui vont quitter du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Voilà donc, chers élèves, l'illustration du mécanisme du phénomène appelé osmose. Une membrane perméable, par contre, laisse passer l'eau et le soluté. Alors on dit que si la membrane était perméable, le saccharose devrait aussi passer dans l'eau pure. C'est ça, la membrane perméable. Et une membrane hémiperméable ou semi-perméable, comme nous avons expliqué tout à l'heure, ne laisse passer que l'eau. Et l'osmose n'est pas définitive. L'osmose se déroule
de manière à ce que les deux milieux qui au départ avaient des concentrations différentes se retrouvent avec les mêmes concentrations. Donc, le phénomène d'osmose va s'arrêter lorsque les deux milieux, les deux solutions, deviennent isotoniques, c'est-à-dire que les concentrations en soluté sont les mêmes dans les deux compartiments, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule et dans le milieu extracellulaire. Bien sûr, l'osmose, c'est un phénomène qui est important, qui permet aux cellules vivantes de devenir turgescentes. Par exemple, lorsqu'une cellule est placée dans un milieu hypotonique, on l'a vu, elle va se comporter en absorbant l'eau et devenir turgescente, c'est-à-dire lorsqu'elle aura gonflé, elle va donc garder sa forme. Et l'osmose, comme on l'a vu tout à l'heure, permet de rétablir l'isotonie, c'est-à-dire rendre les deux milieux isotoniques, comme illustré par ces documents, surtout le schéma de droite. Bien. La pression osmotique, c'est la force d'attraction exercée par l'eau sur un soluté, tout à l'heure, et elle va s'exercer jusqu'à ce que les milieux deviennent isotoniques, et cette pression osmotique sera donc égale à ce qu'on appelle la force hydrostatique. C'est cette force qui va s'opposer à l'osmose. Et de façon formelle, la pression osmotique s'exprime comme on peut le lire, avec R qui est la constante des gaz parfaits, et qui est la température qui dans les calculs est donnée en degrés Kelvin. 1 degré Kelvin égale à 0 degré plus 273. C va représenter la concentration massique du soluté en grande valeur, M la masse moyenne du soluté et A c'est la constante de d'ionisation. Alors, lorsque nous avons compris cela, on revient à la situation de notre camarade qui a été embarrassé parce qu'il a réalisé un sachet d'eau salée, le sachet étant membraneux. Il a placé le sachet dans l'eau pure et il était perplexe de constater que l'eau pure n'est pas salée. Il s'attendait naturellement à ce que l'eau pure soit salée. Et nous venons de voir pourquoi l'eau pure n'est pas sucrée lorsque le saccharose est placé dans l'eau pure. Alors, on a déjà compris le problème de notre camarade. On va donc valider les hypothèses. On a dit tout à l'heure que dans un milieu hypertonique, les trous se creusent dans la membrane permettant à l'eau d'aller vers le milieu hypotonique. Alors, c'est un peu caricatural de dire que les trous se creusent. Donc, on ne peut pas valider cette hypothèse. Et ensuite, l'eau va du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. L'autre hypothèse qu'on a émise, c'est que placé dans un milieu hypotonique, une force attire l'eau dans le sachet. Et nous avons vu que cette force, elle existe bel et bien, c'est la pression osmotique. Donc, on peut donc accepter cette hypothèse. Et troisièmement, on dit que l'eau pure a aspiré l'eau du sachet. Si on a compris l'expérience de Pfeiffer, le sachet d'eau salée est un milieu hypertonique. Donc, normalement, c'est l'eau pure qui va plutôt aller vers le sachet. Ce n'est pas l'eau pure qui aspire l'eau du sachet. Donc, on rejette cette hypothèse. Et enfin, on a émis une quatrième hypothèse. On dit lorsqu'on plonge le sachet d'eau salée dans l'eau pure, la membrane du sachet laisse passer uniquement l'eau du milieu hypotonique vers le milieu hypotonique. Nous voyons bien que cette hypothèse correspond à ce que nous avons expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que la membrane du sachet est une membrane hémiperméable. C'est ce que notre camarade ne savait pas. Et ça explique pourquoi l'eau pure n'est pas devenue salée. Alors, on peut donc s'exercer en demandant, par exemple, de schématiser un osmomètre de Pfeiffer quelque temps après l'osmose. Donc, vous faites, par exemple, ce dispositif, mais il faut s'assurer que le niveau de saccharose se retrouve à ce niveau, tandis que le niveau d'eau distillée diminue comme on l'a vu tout à l'heure. Et
L'osmose, c'est le phénomène qui permet donc le passage de l'eau du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique afin de rendre les deux milieux isotoniques. Parvenu au terme de notre leçon, je suis sûr que vous avez compris la notion d'osmose. Et en devoir, vous avez cet énoncé: dans un contenant, on sépare l'eau de mer de l'eau pure par une membrane hémiperméable. Propose un schéma explicatif qui indique clairement dans quel sens se feront les échanges entre l'eau pure et l'eau de mer. Sur ce, nous avons interprété les échanges d'eau entre les cellules et notre troisième leçon, notre troisième séance portera sur les échanges des substances dissoutes et des particules.